Alors qu'un accord a été signé la veille pour permettre la reprise des exportations de céréales, des missiles russes ont frappé Odessa ce samedi. La Russie nie toute implication. Une partie de l'Europe toujours en proie aux flammes. Le point sur la situation en France, en Espagne et en Grèce. Un projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat voté en France et des prix qui flambent au Portugal. La hausse du coût de la vie inquiète partout en Europe. La Russie a bombardé les installations du port d'Odessa ce samedi. Une usine de traitement de céréales aurait été touchée. Kiev accuse Moscou d'avoir craché au visage de l'ONU et de la Turquie. Sans réagir directement, la Russie a nié toute implication dans ces frappes auprès d'Ankara, qui de son côté s'est dit préoccupé. Le fait qu'un tel incident se soit produit juste après l'accord sur les céréales conclu hier nous inquiète. Nous avons été perturbés, mais nous continuerons à remplir nos responsabilités dans cet accord. Lors de nos réunions, nous avons déclaré être favorables à ce que les parties poursuivent leur coopération dans le calme et la patience. Le grand port d'Odessa est crucial pour la reprise des exportations de céréales ukrainiennes. L'Ukraine a un accord avec la Turquie et l'ONU. C'est pourquoi nous ne regardons pas les bombardements d'aujourd'hui. Nous ferons tout pour respecter l'accord. Cette attaque russe est la 325e confirmation en une semaine qu'on ne peut pas les croire sur parole. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ensuite accusé Moscou de systématiquement violer ses engagements. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a déclaré qu'il condamnait sans équivoque ces tirs de missiles. Des habitants blessés et leurs maisons partiellement détruites. Ciblée par les Russes depuis le début de l'invasion en février, la ville de Kharkiv à l'est de l'Ukraine a de nouveau été visée par des bombardements ce jeudi, faisant 3 morts et plus de 20 blessés. Même après plusieurs mois, les troupes de Moscou n'ont jamais réussi à occuper totalement cette ville située à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec la Russie. Les forces ukrainiennes font tout pour défendre leur territoire et intensifient leurs attaques. Le ministre ukrainien de la Défense s'est d'ailleurs rendu au chevet de soldats blessés, leur remettant des médailles militaires. Le conflit laisse des immeubles résidentiels ravagés, soufflés par les bombardements. Kharkiv étant l'une des villes qui portent les plus lourds stigmates de l'invasion russe. Des paysages laissés dévastés partout en Ukraine. Selon le chef de la diplomatie russe, les objectifs militaires de Moscou ne se limiteraient plus uniquement à l'Est, mais concerneraient également d'autres territoires et pourraient encore s'étendre. Sur le terrain, les pertes russes commencent à se faire sentir. Selon les estimations faites par les services de renseignement britanniques et américains, au moins 15 000 soldats seraient morts depuis le début de la guerre. La Russie, qui a fourni ces images, ne donne plus aucun chiffre depuis le mois de mars. La situation s'améliore, mais les soldats du feu restent mobilisés. Dans le sud-ouest de la France, l'incendie de la Teste de Bûche était fixé samedi en fin de journée, ce qui n'était pas le cas ici à Landiras, où le feu était seulement contenu. On va dans les zones brûlées pour justement sécuriser les axes, pour qu'ensuite nos camarades sapeurs-pompiers puissent accéder et noyer, et traiter et surveiller la zone. 1300 pompiers étaient encore sur le pont pour surveiller le secteur. Au total, plus de 20 000 hectares sont partis en fumée en Gironde. Selon la préfecture, les incendies pourraient être complètement éteints seulement d'ici quelques semaines. L'Espagne continue aussi d'être en proie aux flammes. Au cours des 2 dernières semaines, les incendies ont brûlé près de 100 000 hectares de forêt, soit plus que pendant toute l'année dernière, du jamais vu depuis 10 ans dans la péninsule ibérique. Ici à Tenerife, dans les Canaries, l'incendie qui s'est déclaré ce jeudi a déjà brûlé plus de 2000 hectares. Vu qu'on est à côté, on est très inquiets. Nous avons des animaux, des chevaux, des chiens. Nous ne savons pas quoi faire, nous sommes stressés. Selon les autorités locales, une 50aine de maisons auraient été évacuées par mesure de prévention. Des évacuations également ici sur l'île grecque de Lesbos. Un feu de forêt continuait ce samedi de menacer la station balnéaire de Vatera. Le pays a connu hier sa première journée d'une vague de chaleur prévue pour durer 10 jours, faisant craindre d'autres incendies.
Selon les pompiers, il y a eu 53 départs de feu en seulement 24 heures. L'an passé, les incendies avaient détruit 103 000 hectares et provoqué la mort de 3 personnes en Grèce. L'OMS a décidé de déclencher le plus haut niveau d'alerte pour tenter de juguler la flambée de variole du singe. Près de 17 000 cas sont recensés dans le monde, un chiffre en augmentation depuis plusieurs semaines. Le comité d'experts n'ayant pas réussi à atteindre un consensus sur le niveau d'alerte, c'est le directeur général de l'OMS qui a tranché. J'ai décidé de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale pour ce qui concerne l'éruption de variole du singe. Cette qualification est utilisée dans des situations graves, soudaines, inhabituelles ou inattendues. Elle est définie par l'OMS comme un événement extraordinaire dont la propagation constitue un risque pour la santé publique dans d'autres États et pouvant nécessiter une action internationale coordonnée. Le dirigeant de l'OMS a précisé qu'à l'heure actuelle, cette flambée était concentrée parmi les hommes homosexuels et en particulier parmi ceux qui ont des partenaires multiples. Appelant à protéger la dignité de la communauté affectée, l'OMS a averti que la stigmatisation et la discrimination pouvaient être aussi dangereuses que n'importe quel virus. Décelée pour la première fois chez l'humain en 1970, la variole du singe est moins dangereuse et contagieuse que sa cousine la variole humaine, éradiquée en 1980. À toutes les propositions constructives. Faire face à l'inflation grandissante. Après 4 jours de débat houleux, le projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat des Français a été voté vendredi en première lecture à l'Assemblée nationale. Entre le plafonnement du prix des loyers, l'augmentation des pensions de retraite et de certaines allocations, ainsi qu'un chèque alimentaire de 100 €, de nombreuses mesures ont été adoptées. Des mesures qui, selon le gouvernement, coûteront une vingtaine de milliards d'euros. De plus, face à la flambée des prix des carburants, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est dit ce samedi favorable à passer de 18 à 30 centimes la remise au litre dès le mois de septembre. L'inflation galopante qui touche tout le vieux continent a de lourdes conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages européens. C'est le cas au Portugal où le prix des produits alimentaires augmente chaque mois et les marges bénéficiaires se réduisent. Les oignons ont augmenté, mais je garde le même prix. Les haricots verts aussi, en raison de la sécheresse qui a tout brûlé. De leur côté, les acheteurs se plaignent des augmentations et voient leur budget réduit. Je vais prendre moins. Au lieu de prendre plus, je vais prendre moins. Légumes, poissons, viande, tous les aliments de base ont vu leur prix flamber. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix du panier de produits alimentaires de première nécessité a augmenté de près de 12% au Portugal. Des robinets fermés dans les stations touristiques de l'Algarve, dans le sud du Portugal. Les restrictions d'eau concernent en premier lieu les terrains de golf et les espaces verts. Une mesure rendue nécessaire par la situation, car la région est en proie à sa pire sécheresse depuis le début du siècle. Le ministre de l'Environnement assure qu'il n'est pas prévu de limiter la consommation d'eau pour la population. Vive tension entre Bagdad et Ankara à la suite des tirs d'artillerie qui ont fait 9 morts et 23 blessés dans le nord de l'Irak. Les autorités irakiennes accusent les forces turques qui de leur côté pointent du doigt la responsabilité du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. La plupart des victimes sont des Irakiens qui avaient quitté la plaine pour trouver un peu de fraîcheur dans les montagnes situées près de la frontière avec la Turquie. C'est un week-end de départ en vacances compliqué pour les Britanniques qui ont dû s'armer de patience au port de Douvres. Depuis le Brexit, les contrôles aux frontières sont renforcés, mais cette nouvelle lourdeur administrative n'explique pas tout. Vendredi, le personnel de police française qui procède au contrôle côté anglais n'était pas assez nombreux. Autre élément qui congestionne l'accès au tunnel sous la Manche, ces milliers de camions arrêtés par les autorités pour anticiper la forte affluence. Les retards se sont finalement réduits samedi dans l'après-midi. En France, des embouteillages ont été constatés sur l'autoroute A7 qui mène au sud. Sur l'ensemble du territoire, près de 800 km de bouchons ont été enregistrés à la mi-journée. Ce samedi avait été classé noir dans le sens des départs pour la région. En Croatie, le constat est le même pour cette zone touristique. Les passagers arrivent par vagues depuis les premières heures. Pour ce week-end, nous attendons plus de 75 000 passagers dans le port et plus de 15 000 véhicules. La pression est assez élevée, notamment en direction de Supetár.
La Suisse n'a pas non plus été épargnée. Sur l'autoroute A2, un bouchon de 15 km s'est formé ce samedi, près du tunnel du Saint-Gothard.